Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit update de mes 3 dernières lectures. On commence tout de suite avec Watership Down, écrit par Richard Adams et publié chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est un classique du genre qui a été publié en 1972 et qui est remis régulièrement en valeur par la maison d'édition Monsieur Toussaint Louverture. Je suis vraiment ravie d'avoir découvert ce titre qui a priori a été extrêmement bien vendu lorsqu'il a été publié pour la première fois. Il a eu vraiment un succès retentissant à son époque et très franchement, c'est tout à fait mérité. Encore aujourd'hui, je pense que c'est un livre qui mériterait d'être en haut de l'affiche parce que vraiment, c'est un régal et j'ai passé un très bon moment de lecture. Ça a été un vrai coup de cœur. Alors, Monsieur Toussaint Louverture ne nous dévoile pas grand-chose puisque le seul petit résumé qu'on peut trouver sur ce livre est le suivant. La terre tout entière sera ton ennemi, chaque fois qu'ils t'attraperont, ils te tueront, mais d'abord, ils devront t'attraper. Alors, je vais essayer de développer quand même un petit peu plus. Donc, nous suivons des lapins qui vivent dans une garenne, donc une garenne sauvage, ce sont des lapins sauvages. Et nous rencontrons plus particulièrement Hazel et son petit frère, enfin d'ailleurs je ne sais pas si c'est son petit frère, mais son frère, Fever, en tout cas il est un petit peu plus faiblard, on va dire ça comme ça. Visiblement Fever possède un don, il a tendance à ressentir un petit peu ce qu'il va se passer et il va aller voir son frère Hazel en lui disant qu'il pense qu'il faut absolument quitter la garenne. Il ressent un grand danger à venir et il ne veut absolument pas rester sur place. Du coup, Hazel, qui fait confiance à son frère, décide de partir. Ils vont réunir un petit groupe de lapins qui accepteront de les suivre et c'est parti pour la grande aventure. Nous, lecteurs, apprenons assez rapidement qu'effectivement Fever avait eu un bon pressentiment puisque là où se trouve leur garenne est prévu un grand chantier pour créer des immeubles et donc voilà, ils partent au bon moment et ils partent pour un grand périple, un périple qu'on va suivre avec eux à travers ce livre. Je voudrais d'abord souligner le fait que j'ai énormément apprécié la mise en page de ce livre, la police, la façon de présenter en fait tout simplement. Je trouve ça très très agréable pour les yeux et j'ai également trouvé que la traduction avait été particulièrement soignée, donc je trouve que c'est bien quand même de le préciser quand c'est le cas. Évidemment je ne l'ai pas lu en VO mais très franchement c'est une plume magnifique. Donc je ne doute pas que la plume de l'auteur en anglais est également merveilleuse. Ce que j'ai apprécié également, c'est que même si l'auteur use d'anthropomorphisme pour raconter son histoire, il est resté fidèle aux caractéristiques très particulières du lapin. J'en sais quelque chose parce que j'ai moi-même eu des lapins pendant très longtemps et c'est vrai que j'ai vraiment retrouvé le caractère du lapin qui est à la fois peureux et espiègle, joueur et trouillard et ça franchement j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. On dirait qu'il s'est vraiment beaucoup renseigné sur la question pour raconter cette histoire au plus juste. L'intrigue est ponctuée très régulièrement d'histoires que se racontent les lapins entre eux, des mythes, des légendes, et ça a été un vrai régal. On sent d'ailleurs que c'est ces histoires qui vont les aider à avancer dans leur propre cheminement puisqu'ils vont beaucoup s'y inspirer. Ce roman véhicule de très jolies valeurs, la solidarité et l'entraide, la confiance et la cohésion de groupe, le dépassement de soi et des limites imposées par les convenances. J'ai été très surprise parce que ce roman donc a été écrit dans les années 70 et pourtant il est résolument moderne et plus que jamais d'actualité. Parce que mine de rien, ces petits lapins dépassent leurs limites, sont pleins de courage, ils changent leurs habitudes et ils bousculent les traditions. Richard Adams aborde plein d'autres thématiques, notamment l'exil, le fait de survivre dans un milieu inhospitalier. Il décrit également plusieurs systèmes politiques à travers les différentes garennes que l'on va croiser au fil de son histoire. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement complet.
Il est d'ailleurs ce que j'appelle pour moi un roman universel, c'est-à-dire un roman qu'on peut mettre entre toutes les mains. Oui, ça parle de lapins, donc ça va parler aux plus jeunes qui vont avoir peut-être un degré de lecture différent des plus grands. Je pense que c'est un livre qui peut être mis dans les mains de bons lecteurs dès l'âge de 9-10 ans. Pourquoi pas accompagné d'un adulte au moment de la lecture. Mais on peut aussi mettre ce roman dans des mains plus grandes. Vraiment, il ne faut pas se fier au fait que c'est une histoire de lapin. C'est tout à fait adapté pour un adulte. Il y a énormément de messages dans ce roman qui vaillent la peine de le découvrir. En conclusion, j'ai envie de vous dire que Watership Down a été vendu à plus de 50 millions d'exemplaires à travers le monde. Il mérite toujours d'être connu et je ne peux que vous conseiller de le lire. On part ensuite dans un tout autre registre puisque j'ai lu Le temps est assassin de Michel Bussy, publié chez Presse de la Cité. On est ici dans un polar très estival. Je l'avais choisi exprès pour le lire cet été. Pour vous, on est déjà en septembre quand je vous publie cette vidéo, mais je l'ai lu cet été. C'est un roman qui se passe en Corse, dans un camping, et j'ai trouvé que c'était tout à fait adéquat. Mais bien sûr, vous pouvez aussi le lire tout au long de l'année. En 1989, Clotilde va vivre un terrible accident en voiture. Elle est avec ses parents et son frère. Ils vont basculer dans le vide et elle va être la seule survivante. On va ensuite avancer dans le temps jusqu'en 2016 lorsque Clotilde décide enfin de revenir en Corse avec son mari et sa fille. Et qu'elle commence à gratter un petit peu le passé pour savoir ce qu'il s'est vraiment passé lors de ce funeste été 1989. C'est un polar qui se lit extrêmement vite et qui est très agréable, que j'ai beaucoup aimé. On va avoir une alternance de chapitres entre l'été 89 et 2016. Donc 89, ça va être tout simplement la lecture du journal intime qu'a tenu Clotilde lorsqu'elle était ado, puisqu'elle a 15 ans au moment du drame. Et en 2016, c'est tout simplement la narration des événements qu'il se passe lorsque Clotilde revient dans sa famille également, puisque son papa est originaire de Corse et qu'elle a toujours ses grands-parents là-bas. Dans ce roman-ci, j'ai trouvé que vraiment la plume de Michel Bussy était sans fioriture, très efficace et très adaptée en fait à ce type de livre. J'ai par contre été très étonnée par le rythme assez lent, qui est plutôt inhabituel chez lui il me semble. On a l'impression qu'on nous raconte une histoire qui n'est pas forcément un polar en fait, même si très vite je me suis aperçue que l'auteur distillait très discrètement des petits indices tout au long de son histoire, mais de manière tellement fine que ça passe assez inaperçu. Je trouve que c'est très difficile pour le lecteur de trouver le fin mot de cette histoire parce que tout est fait avec beaucoup de subtilité et de minutie. Évidemment, au bout d'un moment, il va se passer quand même quelques bizarreries. Clotilde va vraiment se poser beaucoup de questions, elle va beaucoup creuser, elle va commencer à se méfier de certaines personnes. Malgré tout, j'ai trouvé que c'était un roman qui, pour le coup, n'était pas du tout stressant ou angoissant pour le lecteur. On ne croise pas forcément des personnages hyper malaisants qu'on a forcément envie de désigner coupables. J'ai trouvé que c'était plutôt bien fait et que du coup ce polar a été très adapté pour les personnes qui ne sont pas forcément férues de ce genre. Pour ma part, j'aime pas trop quand les thrillers ou les polars me prennent aux tripes et me stressent, m'angoissent. Là pour le coup, pas du tout. On a presque l'impression qu'on nous raconte un roman contemporain, mais non, évidemment, on est dans un polar. Et je dois dire que la résolution de l'énigme, j'ai trouvé épatante, surprenante et franchement excellente. C'est un véritable page turner et j'ai trouvé que toutes mes questions avaient trouvé leur réponse. Donc voilà, pour moi c'est un roman qui tient la route. J'ai déjà lu plusieurs romans de Michel Bussy. Je pense qu'il y a très peu de chances un jour que parmi eux, il y en a un qui arrive à la cheville de Nymphéa Noir, qui est le premier Michel Bussy que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais ceci dit, celui-là tient tout à fait la concurrence. Il est excellent et je vous le conseille.
Pour terminer, je vous présente La Croix de Feu, le 5e tome de la saga Outlander, écrite par Diana Gabaldon et publiée chez J'ai lu. Vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'essaye de lire un Outlander par an pendant l'été également. Et donc j'en ai profité pour lire cette grosse bricasse de 1500 pages. Je vais pas m'attarder sur le résumé puisqu'évidemment il y a déjà eu 4 tomes juste avant. Mais sachez, pour ceux qui lisent cette série ou qui la regardent, qu'effectivement on commence là où on s'est arrêté à la fin du tome 4, c'est-à-dire qu'on est en plein gathering, j'espère que je le prononce bien. Donc c'est un regroupement de colons écossais aux États-Unis. Ça a lieu une fois par an et donc voilà, les Écossais qui sont exilés aux États-Unis décident de se retrouver à un endroit précis pour se retrouver, pour faire du commerce, pour se rappeler le passé. Et, voilà, c'est dans une ambiance très patriotique écossaise. Et voilà, ensuite on continue à suivre les aventures tout simplement de Jamie, de Claire, de Roger, de Brianna et de tous leurs compatriotes qui vivent ensemble sur leur concession qui s'intitule Fraser's Ridge. Je savais avant de commencer cette lecture que ce serait un rythme lent comme c'est le cas à chaque fois. Ceci dit, ça m'a vraisemblablement plus gênée que d'habitude. J'ai trouvé que peut-être 1500 pages c'était un peu trop, tout simplement parce que ce roman c'est avant tout des tranches de vie quotidienne de colons écossais aux États-Unis dans les années 1770, donc ponctué avec des chansons et des traditions écossaises. Et c'est extrêmement sympa à lire, hein. C'est vrai que je vais le préciser tout de suite, mais moi ce qui me plaît énormément c'est la plume de Diana Gabaldon. Elle écrit extrêmement bien. Elle a une vraie plume de conteuse et on a vraiment cette envie de continuer à tourner les pages et à lire. Mais pour le coup, j'ai trouvé qu'il me manquait quelque chose d'un peu plus tangible, comme un fil conducteur qui lirait toutes ces histoires les unes aux autres pour créer un véritable ensemble. En fait, on va vraiment suivre Claire et Jamie au quotidien. C'est très sympathique, on apprend beaucoup de choses. C'est vrai qu'ils ont affaire à plein de difficultés qui nous échappent totalement, hein, puisqu'il faut, voilà, il faut se nourrir, il faut s'occuper des récoltes, il faut essayer de ne pas se faire bouffer par un cougar. Voilà, pour résumer grossièrement. Mais sur 1500 pages, j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup. Alors oui, il y a quand même des petites choses qui reviennent au fil du tome et qui vont être résolues à la fin, quoique pas toutes. Et ça aussi, ça m'a un petit peu gênée parce que je trouve que sur 1500 pages, c'est quand même sympa de trouver les réponses à la fin. C'est ça qui me gêne aussi avec Diana Gabaldon, c'est qu'elle va vous donner des informations, des difficultés qui vont se résoudre que 3 tomes suivants en fait. Et quand les livres font cette taille là, bah c'est long, encore une fois c'est long. Alors évidemment c'est vrai qu'on peut se dire oui mais elle a envie de faire un cliffhanger à la fin de son livre. Oui mais non, parce que c'est des infos qui nous manquent mais qui sont assez anecdotiques pour pas non plus créer un véritable cliffhanger. Franchement c'est pas ça qui va me dire qu'il faut absolument que je lise la suite. Alors oui, je vais lire la suite, je pense, très certainement le tome 6 l'année prochaine. Malgré tout je trouve ça agréable à lire, j'ai envie de lire la suite. C'est une petite tradition comme je vous le disais que j'ai mis en place avec la lecture d'un tome par an pendant l'été, et je vais continuer. Mais très franchement je suis un petit peu plus mitigée pour ce tome-ci que pour les tomes précédents. À chaque fois elle nous sort un livre plus gros que le précédent et à un moment donné raconter pour raconter, c'est peut-être pas un argument suffisant, on va dire ça comme ça. Donc c'est agréable, on s'attache au personnage, c'est bien écrit, on apprend plein de choses. Maintenant je sais comment il faut faire pour arracher une dent, je sais comment faire pour cultiver de la moisissure afin de récolter de la pénicilline. Oui, voilà, elle rentre dans des détails pareils, c'est très bien documenté, mais sur 1500 pages c'est un petit peu lourd à la digestion. C'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos dernières lectures coup de cœur. Peut-être qu'elles vont atterrir tout droit dans ma wishlist, qui sait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!